Fier Portnevoix, Roger Bertrand étudie l'économétrie avant de travailler à l'Auto-Québec. Il siège ensuite à la Commission Rochon sur les services de santé et les services sociaux, puis est élu dans une élection partielle en 1993. Un an plus tard, il devient président de l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour. Bienvenue au Mémoire des députés. C'est un plaisir. En 1995, année référendaire, vous êtes président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous étiez quand même capable chez vous de faire campagne pour le référendum ou est-ce que vous étiez limité par votre position? Bien, le président a vraiment un devoir de neutralité. Exactement. Il y a une exception, c'est quand il est dans sa circonscription. OK. Oui, dans sa circonscription, je pouvais effectivement m'activer, faire campagne, tout ça, aucun problème. Mais, par exemple, à l'échelle d'une région ou même à l'échelle du Québec, j'aurais pas pu faire une déclaration ou prendre une position qui aurait été en porte-à-faux par rapport à l'une ou l'autre des deux partis. Est-ce que c'était difficile? Pas trop, parce que, je veux dire, on avait quand même des collègues qui étaient capables de très bien transmettre l'essentiel des messages, en tout cas du côté de ma formation politique. Puis au niveau de la circonscription du comté, moi, j'adore ça. Je veux dire, j'étais bien dans mon comté, je me sentais chez nous, puis je faisais campagne à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai toujours eu une bonne leçon de ça, de François Gendron, mon collègue qui était en Abitibi. Il a été député à peu près 35 ans de mémoire. Là. Alors pour moi, c'était un peu le modèle de député. Quelqu'un qui est heureux d'être dans sa circonscription puis qui est prêt de ses jeux. Et c'était pour ça, pour moi, au fond, de ne pas pouvoir m'exprimer à l'échelle du Québec ou de la région de la capitale nationale sur cet enjeu-là, ça ne me dérangeait pas trop. Portneuf a voté oui au référendum. Oui. Mais la région de Québec n'a pas suivi. Est-ce qu'il y a une explication pour cette différence? Quand même, Portneuf est juste à côté. Bien, on a toujours essayé de comprendre, effectivement, le mystère Québec. Là. Mais je pense que dans les racines de la région, cette situation-là ne m'a pas surpris. En 99, j'ai fait justement une étude au moment où j'étais plus au Conseil des ministres, donc j'avais peut-être un petit peu plus de temps en chambre pour faire des recherches, tout ça. Là. J'ai examiné quelles avaient été les décisions de la région de Québec dans des moments importants de l'histoire du Québec. Par exemple, en 1837. Également au moment de la Confédération 1867. Il y a un certain nombre de moments importants historiquement au Québec où la région de Québec a pris une position qui était différente, notamment de la région de Montréal, Oui. ou même à la limite de l'ensemble du Québec. Et ma lecture, c'est que la région de Québec a toujours joué de prudence, a toujours favorisé le statu quo globalement lorsque ces enjeux-là étaient présentés, je dirais, à l'opinion de la population. Et d'après moi, le résultat est partiellement, puis probablement de façon assez importante, lié à ces racines-là. En 1996, Lucien Bouchard devient premier ministre et il vous nomme ministre délégué aux revenus. Puis l'année suivante, on ajoute à cette fonction le ministre délégué de l'industrie du commerce, sciences et technologies. Est-ce que ça vous a plu ou est-ce que vous auriez mieux continué comme président de l'Assemblée? Moi, j'aurais continué comme président de l'Assemblée sans aucun problème. C'est vraiment un poste dans lequel j'ai beaucoup aimé exercer, je sais pas, mes compétences, puis aussi essayer de faire le meilleur travail possible. Surtout dans les différentes fonctions du président, c'est assez intéressant. Tu sais. On administre l'Assemblée, on gère les débats, puis en même temps, on représente l'Assemblée à l'étranger.
Puis là, il y a des choses également importantes à faire à ce niveau. Donc, j'aurais continué. On m'a proposé effectivement d'entrer au Conseil des ministres, au revenu, ce qui est un peu un classique, semble-t-il, historiquement, encore une fois. Là. Il arrive souvent qu'un président, lorsqu'il joint l'équipe ministérielle, le fasse à titre de ministre du Revenu. Ah oui? Oui. C'est un peu une façon aussi d'apprivoiser ce nouveau rôle, OK? Qui est un rôle, comme ministre du Revenu, beaucoup moins public, évidemment, beaucoup plus de par toute la question du secret fiscal, puis du fait, bon, en tout cas. Alors, mais ça permet justement de faire ses classes. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette année-là parce que, notamment, on a beaucoup travaillé sur la perception des pensions alimentaires, qui est un dossier majeur. Oui. Et on a réussi à faire adopter une législation qui, aujourd'hui, fait en sorte que ce n'est plus un problème. OK? En tout cas, à ma connaissance, là, il n'y a plus vraiment un problème sérieux de ce côté-là. Le système fonctionne très bien. Vous êtes réélu aux élections de 98, mais vous dites que c'était la campagne la plus difficile de votre vie politique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un peu classique comme situation. Tu sais. Quand on arrive première fois élu ou deuxième fois élu après un an, ça va bien, finalement. Tout roule dans l'huile. On n'a pas eu à prendre souvent des décisions difficiles pour s'antagoniser une partie de l'électorat. Mais en 98, là, c'est une autre question. On avait passé de mémoire, là, je ne sais pas si je suis correct dans les dates, là, mais à toute cette question des compressions qu'on devait faire dans cette période-là. On s'était antagonisé un certain nombre de personnes là-dessus, surtout dans le secteur public, mais enfin. Donc, ça ne nous aidait pas. Ça a été dur, ça. C'est sûr que dans des dossiers aussi comme les regroupements municipaux, c'est des choses qui peuvent ne pas aider aussi, même si on peut être convaincu que c'est la voie à suivre. On le voit actuellement dans la dynamique de Québec par rapport à la dynamique de Montréal. C'est souvent plus difficile à Montréal parce qu'on n'est pas allé aussi loin qu'on aurait dû, à mon avis. Mais quand on pose des gestes, prend des décisions aussi importantes que celle-là, ça laisse des traces. Alors, ça rend un troisième rendez-vous avec l'électorat plus difficile, plus serré. Mais qu'est-ce que vous avez senti le plus? Y avait-il un enjeu cette année-là qui vous est revenu encore et encore et encore pendant la campagne? Pour moi, l'inquiétude que les gens, quand même, qui persistaient au niveau de la santé, au niveau du système de santé, des services qui n'étaient pas à la hauteur, surtout dans des régions, et dans les régions comme Port-Neuf, par exemple, où il y avait des attentes assez claires. Ce qu'on a essayé de développer davantage dans les années qui ont suivi, mais sans jamais, je veux dire, aller satisfaire complètement, loin de là, les attentes de la population. Ce qui est encore d'actualité aujourd'hui, d'ailleurs. Port-Neuf, est-ce que Port-Neuf est trop près de Québec pour qu'on ait des services locaux? C'est le gouvernement américain. Sur Port-Neuf, ils peuvent conduire jusqu'à Québec, pas de problème. C'est un avantage et en même temps, c'est un désavantage. Parce que Port-Neuf est à mi-chemin entre Québec et Trois-Rivières. Donc, ça veut dire que ça tire des deux bords. OK? Et dans la partie ouest du comté, Saint-Hubal, Deschambault, tout ça, tout ce coin-là, ils ont plus de difficultés, effectivement, par exemple, au niveau économique, à prendre leur envol parce que simplement, ils sont loin de Québec, eux, puis ils sont peut-être trop près de Trois-Rivières. C'est une situation un petit peu compliquée. Alors, ça doit nous amener à être assez vigilants, à essayer de développer des occasions pour faciliter le développement économique, notamment. Et aussi social, bien sûr, avec des infrastructures. Je me souviens très bien de rencontres assez houleuses que j'ai eues à Saint-Marc-des-Carrières, au niveau du CLSC, où on attendait davantage de services. Ça fait partie de tout ça, là. Oui. Ça ne rend pas les campagnes faciles, maintenant. Non. Ouais. Lucien Bouchard vous a exclu du Conseil des ministres suite à ces élections-là. Oui. Est-ce qu'on vit ça comme un rejet ou une exclusion, ou est-ce que c'est difficile pour une députée? Au début, j'ai trouvé ça dur. OK? Quand je dis au début, au moment où tu l'apprends, là, M. Bouchard a été correct. C'est lui-même qui m'a rencontré, puis il m'a expliqué, bon, etc. Ça, c'était correct. Mais c'est sûr qu'on est déçus, tu sais. Par ailleurs, il m'a semblé qu'il est important de faire deux choses. Premièrement, afficher une solidarité à l'égard du nouveau gouvernement. OK?
parce que je sais que c'est un métier qui n'est pas facile. C'est très exigeant. Alors, ça ne sert à rien d'avoir un tir au flanc quelque part dans l'équipe là, qui dit « pas content, gna, gna, gna ». Bon. Alors, ça c'était la première chose importante à faire. La deuxième, c'était de retrouver justement l'importance d'être un député qui, d'abord et avant tout, prend fait et cause pour les intérêts de la population qui l'a élu. Okay? Alors, pour moi, c'était l'occasion, justement, de revenir à temps plein à ce métier-là, qui, à mon avis, est la base de tout. Là, bon, alors, donc, très rapidement, je me suis replacé. J'ai retrouvé mes équilibres et je me suis organisé pour agir comme président aussi de la Commission des institutions. Pourquoi? C'est la commission, à mon avis, de mon point de vue, la plus importante de l'Assemblée nationale. Et le vrai travail de parlementaire se fait au sein des commissions. Okay? Alors, pour moi, ça a été en même temps l'occasion de pouvoir jouer pleinement, vraiment, là, le rôle d'un député. À la fois représenter sa circonscription, voir à ses intérêts, en même temps être un législateur responsable, puis être un surveillant aussi des actions du gouvernement. Alors, moi, je suis totalement à l'aise dedans. Ce sont les trois rôles importants de tout député qu'on oublie des fois un peu trop souvent. Bon. Alors, je suis revenu à ça. Et comme président de la Commission des institutions, évidemment, c'est les dossiers au niveau de l'État les plus importants. Tout ça pour dire que quand je me suis investi au sein de cette commission-là, pour moi, ça au niveau personnel, autant je dirais que professionnel, là, ça vraiment me remplissait complètement. Vraiment très intéressant. À un point tel que quand Bernard Landry m'a fait un appel du pied pour que je réintègre le Conseil des ministres, je lui ai dit carrément que je faisais un excellent travail comme président de la commission, au sein de la commission, comme député également, que c'est quelque chose qui m'allumait, qui m'intéressait beaucoup. Je n'étais pas nécessairement intéressé à revenir au Conseil des ministres, mais à une condition. S'il me confiait la prévention de la santé publique. Toujours dans le même optique, hein, c'était le fil depuis le début qui dit qu'il faut essayer d'introduire davantage de prévention dans le système de santé, sinon on ne s'en sortira pas. Alors, ayant accepté cette condition, j'ai accepté de joindre à nouveau le Conseil des ministres à ce moment-là. La condition acceptée, vous embarquez dans le Conseil des ministres. J'ai toujours voulu savoir pourquoi un élément si essentiel de notre santé collective est si difficile à vendre, si difficile même à promouvoir cette santé publique, cette santé préventive. Parce que c'est moins, il y a plusieurs raisons, mais parmi celles-ci, parce que c'est moins éclatant, je dirais, que se doter d'un nouvel appareil de dernière technologie qui va coûter 3 millions, qu'on va être obligé de remplacer dans 5 ans, et à l'égard duquel on n'a pas besoin de faire de démonstration que s'il y a un retour sur l'investissement positif. Bon, je caricature, là, bien sûr, hein? Mais c'est beaucoup plus difficile de vendre l'intérêt de la prévention, aussi parce que ça implique une certaine responsabilité de la personne. Et évidemment aussi des institutions ou des environnements dans lesquels on évolue. De la personne, ça veut dire faire un peu de ménage dans sa propre vie. Ça veut dire au niveau des habitudes de vie, par exemple, prendre un autre profil. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit facile de passer comme idée. OK, bon. L'autre raison, c'est qu'on estime toujours, on évalue toujours que les rendements qu'on peut tirer d'une offensive prévention sont uniquement à long terme. Ce qui, à mon avis, est partiellement faux, partiellement vrai. Partiellement faux parce que c'est pas vrai que les rendements sont uniquement à long terme. Je le vois dans le moment quand on parle de démarche entreprise en santé, là, qu'on voit aller des entreprises. On nous parle très rapidement des avantages qu'on a sentis dans l'organisation, au niveau, par exemple, du climat de travail, au niveau de la présence d'un employé à son travail et la concentration qu'il peut avoir, au niveau de sa capacité de produire de la qualité, puis également d'être innovant. Bon, ça, on voit ça presque tout de suite. Donc, c'est pas vrai que c'est uniquement à long terme. Mais est-ce que c'est plus facile dans une compagnie dont le but est assez clair, soit le profit ou la continuité en business,
et dans un gouvernement où c'est un peu plus flou, là. Exactement. De ça, vous avez tout à fait raison. C'est moins... La démonstration est moins évidente ou moins facile à faire. OK? Bon. Cependant, quand on regarde... Quand on compare, par exemple, une société par rapport à l'autre et qu'on constate que dans certaines sociétés, on a un profil de vie différent, on a des habitudes alimentaires différentes, puis on a de meilleurs indices sur le plan de la santé, ça parle de soi. Okay? Donc, on peut la faire, la démonstration. Okay? C'est juste cette idée-là, au niveau des pouvoirs publics, que ça va résoudre nos problèmes uniquement à long terme, puis on a des problèmes, nous, à court terme à régler. Okay? Bon. À ça, moi, je leur réponds, bien, écoutez, si on avait commencé il y a 20 ans, vous ne me diriez pas ça aujourd'hui. Il faut commencer un jour, OK? Et c'est la raison pour laquelle j'insistais pour, au sein d'un conseil des ministres, continuer à faire ce travail-là de sensibilisation, puis essayer d'infléchir les décisions. Et en forçant un peu le jeu. Je vous explique comment. Je me souviens un dimanche à Montréal, entrevue, etc. On me dit, bon, M. Bertrand, nouveau ministre, etc., responsable de la prévention, vous allez faire quoi, là? T'sais, les autres n'ont pas nécessairement réussi, là. Ce que j'entends faire, c'est doubler les budgets en prévention, en promotion de la santé, en santé publique d'ici 4 ans. Sauf que, il est arrivé qu'un an et quelques mois après, on perd les élections. Alors là, qu'est-ce que je fais? Avant d'être élu éventuellement, de faire partie d'une majorité, d'être éventuellement au Conseil des ministres avec 2 leviers pour agir, dans ma tête, c'était très clair, moi, être mort. Ça va prendre trop de temps. Bon. Alors, c'est là que j'ai décidé de prendre une autre avenue, celle de la santé en entreprise. En 2003, les libéraux ont formé un gouvernement majoritaire. Le Parti québécois a perdu 6 comtés dans la région de Québec, y compris le vôtre. Oui. Est-ce que c'est difficile à accepter, ça? Ou est-ce que, vu votre idée politique, à un moment donné, on change d'idée? C'est sûr que sur le plan politique, c'est difficile à accepter. Parce que moi, j'avais grandement confiance à Bernard Landry, et s'il avait été réélu, s'il était resté, aujourd'hui, le Québec serait différent, j'en suis convaincu. Sur le plan personnel, c'est un grand soulagement. Ça va peut-être vous surprendre, là. Oui. Mais moi, j'estimais, après 10 ans, que j'avais fait mon bout, là. Je me suis représenté parce que Bernard avait insisté pour que je me présente. Il me restait à attacher une couple de dossiers importants dans la région de Portneuf, notamment l'agrandissement de la luminerie. Bon, j'ai dit, à un certain nombre de conditions, je suis prêt à y aller. Puis ces conditions-là ont été réglées et je me suis représenté pour finalement subir une défaite. Alors, mais en même temps, c'était un peu un soulagement parce que j'étais prêt à passer à autre chose. Après la défaite de 2003, vous avez continué votre vie politique à titre de président du Parti québécois pour la région de la capitale nationale. Est-ce que c'était votre dernière implication active pour le PQ? Oui, c'était, je veux dire, la finale, là. Pendant, je pense, de mémoire, une couple d'années, j'ai continué à m'impliquer assez fortement dans les instances du parti, notamment comme président de la région de la capitale nationale, et aussi comme dans le cadre de la saison des idées qu'avait parti Bernard Landry, où j'avais un de ces volets-là. Donc, ça a été un travail intéressant de contenu. Comment est-ce maintenant, on rééquilibre nos affaires, nos idées, quel menu on pourrait présenter à l'électorat pour un prochain rendez-vous électoral. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi cette phase-là. Ça m'a permis, je dirais, un atterrissage plus en douceur après la politique, avant de me diriger carrément vers autre chose. Donc, saison des idées. Ça a été un travail de réflexion, de consultation, parce qu'on fait ça en équipe, évidemment, puis on consulte un tas de gens, là, puis on essaie de trouver, donc, en fonction des besoins de la population, qu'est-ce qui apparaîtrait être le plus intéressant pour un prochain mandat. Ça a duré un certain temps, mais au niveau de la région de Québec, ce qu'il s'agissait de faire, c'était après une défaite comme celle-là, avec le nombre de députés qu'on n'avait plus, tout ça, essayer de requinquer, si vous me permettez l'expression, les troupes, essayer de leur donner une direction. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ça a été un peu mon legs en terminant. Vous êtes content de ça?
Oui, ben oui, je pense que ça a été une bonne façon d'atterrir et de se diriger vers d'autres défis, là. En fait, ce sont les mêmes défis, mais avec des leviers différents. Après la politique, vous avez cofondé le groupe Entreprises en santé. Ouais. Est-ce qu'il est plus facile de faire le job de prévention au privé qu'au gouvernement? C'est différent. C'est différent parce que je dirais d'une certaine façon que c'est plus facile, mais ça prend autant de temps. Oh. Ça a peut-être l'air curieux de dire ça, là. Plus facile parce qu'on parle à des décideurs au sein d'organisations, qu'il s'agisse d'entreprises privées, publiques ou parapubliques. OK? On leur explique que l'information existe, si vous voulez générer la santé dans votre milieu, que les meilleures pratiques aussi, puis un retour positif sur l'investissement. Ça va bien, là, qu'est-ce que vous attendez pour vous allumer sur ces questions-là, puis initier des choses dans votre organisation où vous allez avoir des employés en meilleure santé, intéressés, qui vont croître sur le plan professionnel autant que personnel, qui vont réussir à mieux concilier leurs obligations personnelles avec les obligations du travail, qui vont devenir des agents actifs dans votre organisation, qui vont devenir des leaders même pour influencer leur milieu. Bref, mais le groupe Entreprises en santé, c'est pas le groupe à lui seul qui va changer, qui va changer le Québec, là, à ce niveau-là. Alors, on est toujours demeuré une petite organisation d'à peine 5-6 employés. Moi, je suis là-dedans bénévolement depuis 15 ans. C'est comme ça qu'on fonctionne, là. Mais on a développé un réseau absolument puissant, puis, de fournisseurs de services, d'entreprises également intéressées dans le domaine, d'organisations qui nous appuient aussi parce qu'ils croient en la mission, qui investissent dedans. C'est comme ça qu'on arrive à finalement avoir des effets importants dans le milieu. La prévention est quand même un domaine crucial dans l'avenir de la santé de tout le monde, là. Est-ce qu'on est en train de privatiser ce secteur si important de la santé? Puis est-ce que ça serait meilleur? Je ne sais pas. Moi, je dirais, malheureusement, il y a des tendances, effectivement, à la privatisation du système de santé. OK? Or, la preuve est à l'inverse quant au caractère puissant et universel et moins coûteux d'un système de santé. Je vais vous donner un exemple. Le Canada par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont souvent, j'ai entendu souvent dire certaines gens que c'était un non-système de santé, finalement, mais qui leur coûte 18 de leur PIB. C'est de l'argent, là. On est, nous, à 11 10,5, 11 Les principaux pays occidentaux, la France notamment, etc., sont aux alentours de ces données-là. OK? Donc, avec un système largement public, financé publiquement, notamment, c'est particulièrement important, on réussit effectivement à avoir un système moins coûteux qui est davantage accessible pour l'ensemble de la population. Et souvent, on est porté à penser que, puisque l'État n'a plus les moyens de supporter la croissance des besoins au niveau de la santé, on va les diriger vers le secteur privé, qui finalement va coûter plus cher à la société, si on prend l'exemple des États-Unis. C'est un peu, des fois, ce qu'on vit comme tendance ici au Québec, et je trouve ça très malheureux. Alors que si on prenait la peine, effectivement, d'investir différemment dans les services de santé, notamment, justement, en étant davantage agressif, entre guillemets, au niveau des mesures de promotion de la santé et de prévention, on réussirait beaucoup mieux. On réussirait notamment, à mon avis, à réduire la pression sur les services de santé, puis qu'on soit capable au Québec de faire autre chose qu'investir toutes nos marges de manœuvre dans la santé, puis sous-investir dans d'autres secteurs qui sont eux-mêmes des déterminants de la santé, comme l'environnement, l'éducation, le relèvement socio-économique de certaines communautés, tout en maintenant, parce que ça nous force à maintenir un fardeau fiscal élevé, ce qui nous nuit au niveau de la concurrentialité de notre économie. Bon. Alors, il faut absolument que les décideurs comprennent que la véritable solution est du côté, quand on regarde la santé, est du côté de la promotion de la santé et de la prévention. OK? Bref, il y a un tas d'avantages liés à ça. Et ça fait en sorte qu'on peut réussir de cette façon à réduire la pression sur les services de santé. Elle ne disparaîtra pas. Mais on va faire en sorte qu'un véritable système de santé en soit un, c'est-à-dire un système qui n'est pas qu'un système de réparation où on investit 97 de nos ressources,
mais un système vraiment qui est, au fond, accessible, beaucoup plus accessible pour l'ensemble de la population. Et là, je précise, ce n'est pas une critique pour les gens de la santé là, qui y travaillent dans le moment. Là. Ils sont en réparation. Pour quelle raison? C'est parce qu'on n'a pas eu le soin de prendre des décisions pour qu'on évite cette majorité de problèmes de santé qui sont évitables au départ. Donc, ils sont obligés de réparer. On ne fait pas à l'égard de l'humain ce qu'on fait avec les automobiles ou avec la machinerie. On va investir en prévention, on va s'assurer qu'on ne manque pas d'huile, que c'est ça. Mais quand il s'agit du capital humain, on dirait que c'est moins pertinent. Est-ce que la politique vous manque? Excusez pour l'éditorial. Non, non, écoute, je me demandais si, quand je vous entends comme ça, aussi passionné, est-ce que la politique vous manque? Non, je ne pense pas que la politique me manque. Des fois, il y a le lien avec nos représentants politiques qui me manque un peu, parce que c'est des gens qui sont très, très occupés, puis ils n'ont pas grand temps à nous consacrer. Puis j'aimerais donc ça, avoir l'occasion des fois de leur réexpliquer, s'ils ne l'ont pas déjà entendu, pour quelles raisons on devrait voir les choses un petit peu différentes dans le domaine de la santé. Mais je suis encouragé, là, parce que quand je parlais de continuité tout à l'heure, Madame Charlebois, qui était ministre responsable de la santé publique, vraiment a travaillé dans le bon sens, a posé les bons jalons. Et je vois le gouvernement actuel qui continue dans la même ligne, avec Mme McCann, qui est sensibilisée aussi à ces questions-là. Ça me donne confiance. Mais des fois, je trouve que j'aurais le goût d'être un petit peu plus près pour le glisser quelques bonnes idées à l'oreille. Peut-être qu'il regarde l'émission, on verra. Ah bon, OK. Merci beaucoup, M. Bertrand. Plaisir.